Bonjour. Donc, nous sommes ravis, avec Sandrine Doppler, de vous accueillir sur le média Planète Foot Santé. Sandrine, si tu veux me mettre peut-être sur scène, peut-être. Ah, pourquoi tu n'es pas sur scène, Nathalie? Où Non, tu je es? vois Agnès, moi. Mais bon, je ne sais pas si c'est la. Ah, Je vois Agnès, mais c'est pas. Voilà, génial, voilà. super. Donc, nous sommes ravis avec Sandrine de vous accueillir pour le troisième webinaire de l'Institut for Positive Food qui va durer 1h20 environ, hein. On va essayer de vraiment respecter pour qu'on puisse déjeuner ensuite. Donc, c'est le dernier webinaire de l'année. Donc, aujourd'hui, on va discuter et débattre autour du sujet, donc l'émergence d'un nouvel omnivore et en particulier comment adapter l'offre alimentaire qui est vraiment le sujet d'actualité. Donc, ce webinaire, c'est le dernier d'une série de 3. Donc, je vous invite à regarder les autres, même s'ils peuvent se regarder chacun séparément, mais donc sur le sujet de la transition alimentaire. Donc, tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions, hein. Donc, on y répondra un petit peu à la fin de chacune des 3 interventions et également au moment de la table ronde. Si vous avez d'autres soucis techniques ou de problèmes de son ou autres, n'hésitez pas à ce moment-là à intervenir au niveau de l'onglet chat. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Daniel Thomé, qui est présidente du conseil scientifique de l'Institut for Positive Food et professeur honoraire de nutrition humaine, qui va donc ouvrir, animer ce débat et être un peu le gardien du temps. Donc, très bon webinaire et puis je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je laisserai Nikta Baguefi et Sandrine Doppler conclure ce webinaire. À tout à l'heure. Voilà, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, comme l'a dit Nathalie, c'est le troisième et dernier épisode d'une trilogie sur les problèmes du nouvel omnivore. Nous avons eu un premier webinaire qui a traité de la végétalisation, les relations avec la nutrition et l'environnement. Un second qui a traité des comportements alimentaires et comment favoriser des comportements sains et durables. Et donc, ce dernier webinaire, lui, va traiter des problèmes qui sont aussi importants, évidemment, dans le cadre de l'alimentation, qui est l'offre alimentaire. Et là, nous aurons trois interventions de spécialistes de la question. Donc, une première intervention de Agnès Giboro, qui va traiter, nous allons tout d'abord avoir une introduction sur l'omnivore par Philippe Legrand. Ensuite, Agnès Giboro va traiter des problèmes de facteurs culturels, contextuels et sensoriels, hein, de l'Institut Paul Bocuse. Ensuite, Céline Lenné, directrice du cabinet de veille et de prospective à l'Imavenir, traitera des questions d'innovation dans le cadre des produits alimentaires pour faciliter une alimentation saine et durable. Et nous finirons par une intervention de Karine Sanouillet, hein, qui est directrice de l'agence Respire en conseil et stratégie, sur les problèmes de la distribution. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Philippe Legrand, qui est professeur à l'Agro de Rennes, qui va, Agrocampus Ouest à Rennes, qui va traiter des problèmes de la définition du nouvel omnivore. Voilà, Philippe, tu as la parole. Ok, merci Daniel et merci à l'équipe. Alors, on m'a juste demandé en 5 minutes de préciser 2-3 points. L'homme, au sens human being, est omnivore. C'est vrai, et c'est démontré par des travaux CNRS, par exemple, dès la préhistoire, au cours de l'évolution, à cause, hélas, des carences et déficits qu'ont représenté les 3/4 du temps de l'humanité, l'étude des mortalités, et puis depuis 3 siècles, quand même, des données sciences-médecine décrites et écrites. Et donc, vis-à-vis de ça, effectivement, l'omnivore, c'est une donnée scientifique. Cela dit, comme vous regardez, je ne sais pas si vous voyez la flèche, cet omnivore, il doit évoluer. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis qu'il y a satisfaction de pas mal de besoins quantitatifs et qualitatifs, il y a souvent des excès de consommation. Donc, on peut se poser des questions si la composition des régimes peut évoluer. Il y a, depuis aussi un certain nombre d'années maintenant, un souci par rapport à l'écologie et donc à la durabilité de l'alimentation et de la façon de produire. Et puis, il y a aussi un certain souci du bien-être animal, puisque l'omnivore consomme des animaux. Donc, vis-à-vis de ça, il y a questionnement sur est-ce le même omnivore ?
De l'autre côté, il faut faire attention quand même parce que cet omnivore-là, il est hélas bien démontré par des millions d'années, par des millions de morts au cours de millions d'années. Il faut quand même assurer tous les besoins et on n'y est pas tout à fait non plus. Il y a également émergence de nouveaux besoins, c'est-à-dire la science avance et on voit des interactions entre différents nutriments. Et puis souligner quand même que si quelques personnes choisissent de ne plus être omnivores, il faut quand même leur dire que c'est respectable du point de vue choix philosophique, mais que c'est une prise de risque du point de vue santé. Alors vis-à-vis de ça, au sein du conseil scientifique de Positive Food, c'est vrai qu'on a proposé l'usage du terme « il faut aller vers un nouvel omnivore ». Alors, plutôt que flexitarien qui existe déjà, pourquoi ? Parce que arien, c'est un peu un nouveau régime, comme tous les autres noms qui commencent par ça, mais c'est plutôt ici une filiation, adaptation, c'est-à-dire on est omnivore, donc on peut évoluer en nouvel omnivore. C'est une adaptation aux quantités, mais ça dit bien qu'il ne faut pas faire d'éviction. C'est ouvert aux nouvelles connaissances, bref, c'est dynamique sur les besoins, la santé, et puis évidemment, ça inclut tous les soucis de durabilité. Donc c'est plutôt un continuum, et c'est pour ça qu'on préfère ce terme nouvel omnivore et qu'on souhaite vivement qu'il soit repris par un certain nombre de gens. Alors, du point de vue protéines, parce que c'est le sujet qu'on entend dans les médias, c'est-à-dire il y a un sujet protéines dans la recherche finalement du curseur entre la proportion de protéines végétales et la proportion de protéines animales, sachant qu'il faut les deux. Alors pourquoi il faut les deux ? Parce que quand on regarde aussi bien sur la valeur biologique que sur le score des acides aminés, c'est-à-dire la composition, il n'y a pas photo. Les protéines végétales ne peuvent pas assurer tous les besoins des protéines animales en quantité et en composition, même s'il y a tous les acides aminés partout dans le domaine végétal. Donc la question qui se pose scientifiquement, c'est très bien, évoluons et cherchons où mettre le curseur entre la quantité de protéines animales et protéines végétales. Alors vis-à-vis de ça, on peut considérer que actuellement en Europe, 67% de protéines animales et 33% de protéines végétales, les spécialistes, dont en France Nicole Darmon, Florent Vieux, etc., nous indiquent que finalement, en considération de toutes les nouvelles exigences vers le nouvel omnivore, en particulier tous les aspects de durabilité, environnement, on peut justifier un 50-50. Protéines animales, protéines végétales. Alors ça bouge un peu si vous regardez les détails, mais je ne vais pas développer ça du tout. Alors, il faut aussi s'habituer à quelque chose dont personne ne parle, c'est que dans les pays en développement, comme ils sont à 25% de protéines animales et 75% de protéines végétales, évidemment, du point de vue éthique et humanisme, eux, ils auront besoin de monter. Donc, c'est aussi une question qu'on doit garder dans un coin de notre tête. Le troisième point, c'est de dire que le débat limité aux protéines n'est pas un débat nutritionnel équilibré. C'est-à-dire que les produits animaux, donc les sources protéiques animales, sont des sources d'autres nutriments indispensables que des seules protéines. Donc, on souhaite que les débats produits animaux, produits végétaux ne se limitent pas aux protéines parce que ce débat-là, il risque d'être dangereux. Pourquoi ? Les sources protéiques animales, autrement dit les produits animaux, sont également sources d'autres nutriments indispensables. Et dans ce sens-là, ce n'est même pas les protéines qui arrivent en tête en termes d'urgence. Il y a la B12 que vous connaissez très bien, déficit chez les végétariens. Le fer, 25% des femmes en âge de procréer sont en déficit, donc ça ne se traite pas comme ça en les oubliant. Vitamine D, c'est presque toute la population de plus de 45 ans. Iode, zinc, déficit également dans la population. DHA, oméga 3 en particulier, déficit de toute la population. Vitamine A, moins grave. Calcium, déficit d'une partie de la population. Ceci, c'est chez l'omnivore actuel, pas le nouveau, l'actuel. Donc attention, si on diminue les produits animaux, eh bien, il faut faire attention à assurer les sources de ces nutriments. Donc j'insiste bien, ça c'est l'ancien omnivore. Donc dans le nouvel omnivore, on doit aussi faire très attention. Donc effectivement, attention à ne pas traiter le sujet qu'en protéines. Juste une diapo pour un sujet dont on ne parle jamais, pour vous montrer quand même que ce qu'on pense de l'omnivorisme, tout n'est pas rose, même chez l'omnivore actuel. Ça, c'est l'iode. L'iode dans la population française, par exemple, entre 55 et 80% des apports en iode proviennent des produits animaux. Donc, si certains sont tentés de baisser trop les produits animaux, ils ont un problème. Ici, vous avez la répartition des sources. Alors, je vous laisse lire entre les enfants, les adolescents, les adultes. Finalement, par rapport aux besoins, l'iode, ce n'est pas très couvert. Et alors, évidemment, si on est ovo-lacto-végétarien, là, la baisse est significative. Si on est vegan, je vous laisse voir le problème. Et donc, pour dire que sur ce sujet-là, et c'est pareil pour le zinc et d'autres,
même l'omnivore actuel a son apport recommandé, juste. Hein. Vous voyez, il y a pratiquement que les femmes enceintes et puis la majorité des adultes. Il n'y a rien de trop. Donc, attention de ne pas partir d'un idéal qui serait parfait, l'omnivore, pour aller vers un nouvel omnivore, mais attention de partir d'une réalité qui n'est pas parfaite, l'omnivore, et d'en profiter aussi dans le cadre de la transition alimentaire pour améliorer également les petits déficits. Et pour finir, voici par exemple une étude qui nous montre vers quoi tend ce nouvel omnivore. C'est une étude autrichienne qui décrit l'état de santé en fonction des régimes. Alors, c'est pas forcément complètement défini, mais elle avait fait, Nathalie Burkert, elle avait fait des régimes à dominante, alors végétarien, franchement, omnivore, mais dominante fruits et légumes, très très peu de viande, omnivore, pas trop de viande, et puis les viandards. Voilà. Ce que je veux dire, sans regarder le détail, c'est que les chiffres qui sont des chiffres de consultation et de diagnostic, quand ils sont entourés, ça veut dire qu'ils sont au plus bas. Ce qu'on remarque, c'est effectivement que le végétarien n'a jamais de chiffres entourés, donc c'est pas lui qui a l'optimum, et que on voit se dessiner, même en plissant les yeux et en regardant flou, que c'est du côté de cet omnivore pas trop de viande qu'est le maximum de chiffres entourés, c'est-à-dire le niveau bas des diagnostics. Voilà, donc on voit bien vers quoi on tend, c'est à la fois du bon sens. On va passer de l'omnivore au nouvel omnivore, sans cesse à affiner par la science. Alors la science nutritionnelle, la science écologique, qui est bien représentée aussi dans l'Institut for Positive Food, mais pas par les modes et pas par les idéologies. Et suite à ça, qui est un phénomène continu, eh bien, il faut évidemment adapter l'offre alimentaire. Je vous remercie. Voilà, bon, merci Philippe. On va passer à l'intervention d'Agnès Giboro. Pendant qu'Agnès démarre, il y a une question sur est-ce qu'avec des protéines végétales, il n'est pas possible d'assurer les apports en acides aminés? Alors c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué s'il n'y a pas de produits animaux quand même. On pourra revenir sur le débat. Agnès, tu as la parole. Merci. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous pour ces questions essentielles des tendances vers un régime nouvel omnivore. Aujourd'hui, nous parlons d'offres alimentaires et ce que je souhaite partager avec vous, c'est l'importance des facteurs de choix qui vont conduire le consommateur à choisir l'offre qui va répondre à ses besoins et à ses envies, puisqu'en effet, la santé dépend de ce que l'on consomme et l'offre doit évoluer. Je crois qu'on a perdu Agnès. Hop, je pense qu'elle a un petit souci. Alors, on peut peut-être continuer, Daniel, en attendant de récupérer, peut-être répondre à une ou deux petites questions. En attendant de récupérer Agnès. La seule question, c'était de Sandrine Doppler, donc sur les protéines, est-ce qu'il est impossible d'assurer les apports en acides aminés? Alors, c'est possible en théorie, mais c'est plus compliqué puisque, en fait, il faut combiner différentes sources de protéines végétales. Et en plus, dans les végétaux, il y a moins de protéines que dans les sources animales. Et donc, ça veut dire qu'on a à la fois un problème de quantité de protéines. Alors, évidemment, on peut passer par des protéines purifiées, mais là, on tombe sur des problèmes qui peuvent se discuter, mais c'est quand même des produits ultra transformés. Alors que les protéines animales, les sources animales sont riches en protéines et sont des protéines de bonne qualité. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile, simplement. Agnès. On a Agnès qui est de retour. Voilà. Oui. Désolée, le problème du télétravail. Je pense que bon, j'espère que installé ici, ça ne coupera plus. Donc je sais pas où j'ai été coupée, donc je recommence. Donc merci pour l'invitation et ravie de participer à ce webinaire sur l'évolution de l'offre alimentaire pour répondre à ces enjeux de nouvel omnivore. Je voulais souligner ce que je vais souligner aujourd'hui, ce sont les facteurs qui accompagnent le choix et le comportement alimentaire, puisque l'offre peut être conçue pour être la plus équilibrée, la plus saine et la plus durable possible. Le consommateur a son rôle à jouer dans ses choix et dans les quantités consommées, et c'est ce que je vais illustrer aujourd'hui.
Donc, le comportement alimentaire dépend de nombreux facteurs et nous avons besoin d'une approche transdisciplinaire et, si possible, interdisciplinaire. Donc, travailler entre toutes les disciplines ensemble pour accompagner des comportements alimentaires vertueux en prenant en compte les facteurs sociologiques, donc les échelles collectives dans lesquelles un individu évolue, prendre en compte également les facteurs liés à chaque consommateur au plan psychologique et physiologique et intégrer l'échelle physico-chimique. Ce que je veux dire ici, c'est la part justement de création, de génération d'une offre alimentaire équilibrée au plan nutritionnel et qui apporte le plaisir de manger au niveau des différents sens. Et n'oublions pas que le comportement alimentaire part depuis la préparation de l'offre, donc la préparation à domicile ou en industrie ou en restauration, et qu'on doit intégrer les aliments et la combinaison avec les boissons. Donc, je vais décliner l'ensemble de ces facteurs en 3 axes. Le premier concerne l'individu et donc les échelles individuelles, psychologiques et sociologiques. Ensuite, les facteurs de contexte qui peuvent amener l'individu à choisir et consommer différents types de plats. Et bien sûr, le plaisir de manger avec la partie perception de l'offre alimentaire, donc ce que j'ai appelé le côté cuisine. Donc, chaque individu est inscrit dans un groupe social avec son histoire et ses référents culturels. Donc, on évolue collectivement dans ce groupe et embarqué dans les représentations sociales de son propre groupe et plus particulièrement concernant les représentations alimentaires, on a le principe d'incorporation qui fait que l'alimentation, c'est très, très sensible parce qu'on incorpore, on met dans notre corps des éléments externes. Donc, il faut qu'on soit en phase, en confiance avec ce qu'on ingère. Donc, ces valeurs symboliques sont très importantes et associées à un ensemble de tabous et de valorisation positive également ancrée dans notre groupe socioculturel. Je prendrai l'exemple donc de la viande dont on parle dans l'évolution vers le nouvel omnivore. Les représentations liées à la viande sont inscrites dans nos représentations de l'animal sauvage, familier, domestique, avec des tabous et notamment le fait que on ne mange pas tous les animaux et il faut transformer l'animal en aliment. Donc il y a besoin de la pratique culinaire et créer les recettes qui font que intégrés dans ces contraintes socio-culturelles, nous acceptons, nous apprécions l'aliment carné. Donc aujourd'hui, on voit en effet l'évolution d'une réduction de la consommation de viande et notre propos en tant que créateur d'une offre alimentaire saine et durable, c'est d'intégrer en même temps les éléments nutritionnels et en même temps les attentes, les évolutions qui sont d'ordre culturel, donc les évolutions de ces représentations sociales. Pour cela, on a plusieurs facteurs et avant de traiter de la composition du choix de la recette, je souhaiterais traiter les facteurs de contexte qui font qu'on peut accompagner le consommateur vers une offre plus saine et durable en travaillant par exemple au niveau des interactions sociales avec le personnel de service par exemple, mais également dans la famille, au sein de la famille, travailler sur les différents
rôle et accompagnement, que ce soit les parents vers les enfants, mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Et travailler également sur l'environnement du repas pour qu'il soit favorable à une alimentation saine et équilibrée et intégrant la valorisation d'une offre durable. Et donc, je voudrais présenter un travail que nous avons fait sur ce qu'on a appelé l'effet plat du jour. Alors, c'est dans le cadre d'un projet européen Veggie pour favoriser la consommation de plats végétariens. Vous voyez ici, j'espère que vous voyez ma souris, en haut à gauche, vous avez un burger végétarien versus des boulettes de viande avec une sauce tomate. Vous voyez que quand les deux plats sont présentés sur une carte, on a 66% des consommateurs qui choisissent le plat à base de viande. Ici, en haut à droite, vous avez le plat du jour qui est uniquement le veggie burger. Et on voit que dans ces cas-là, on passe de 34% à 60% de choix pour le plat végétarien, sachant que les gens pouvaient demander s'il y avait une alternative. Et dans ce cas-là, on a 40% de plats à base de viande qui est choisi. Et quand on a deux alternatives, donc on voit que quand on propose trois alternatives, trois choix, on a 23% uniquement de choix pour le plat végétarien. Et quand on met le plat du jour veggie burger, plat du jour burger végétarien, on passe de 23 à 53% et on garde 47% de choix à base de viande. Donc, on a des stratégies de présentation de l'offre qui favorisent les plats que l'on souhaite mettre en avant, notamment végétarien si l'on souhaite. Et dernier élément, c'est l'offre alimentaire en termes de plaisir ressenti à consommer, l'expérience sensorielle. Donc, c'est comment travailler sur l'ensemble des sens pour favoriser le plaisir de manger, donc en partant bien sûr de la vue qui conditionne d'abord l'acceptation, le rejet, l'envie de manger, ensuite les goûts, les odeurs, mais également la texture et le bruit qui entre en jeu dans le plaisir de manger. Et juste un élément ici pour favoriser l'appréciation de plats à base de légumineuses. Ici, vous voyez, c'est un plat de houmous coloré et parfumé grâce à différentes épices, curcuma, gingembre, paprika, cumin. Donc ici, c'était un cumin avec une poudre d'épinards intégrée, un mélange d'épinards qui fait un côté un peu vert. Donc c'est ce plat-là qui a été plébiscité. Et ensuite, on a travaillé sur différents niveaux de sel, avec peu de sel et plus ou moins d'épices, juste pour montrer qu'on peut combiner aussi l'appréciation avec les épices et ici diminuer le taux de sel. Donc ici, donc des tests au restaurant expérimental auprès de 18-35 ans, où on voit que le plat le préféré, c'est celui qui a la dose de sel normale et qui est fort en épices, cumin notamment. Et celui qui est le moins aimé, c'est celui qui est faible en épices et faible en sel. Et on voit que en utilisant des épices, on a le même taux d'appréciation que le plat plus riche en sel. Donc là, on a favorisé l'utilisation d'épices, donc ou des savoir-faire culinaires pour valoriser des plats qui sont nutritionnellement plus conseillés. Donc, ce sont les moyens d'action pour une offre alimentaire saine et durable. Donc, les messages en résumé les messages principaux que je voulais partager ici, c'était la prise en compte des représentations sociales et des habitudes alimentaires, puisqu'on ne peut pas les changer, elles évoluent lentement en lien avec l'évolution de la société, mais c'est un facteur important à prendre en compte. La possibilité de jouer sur les éléments de contexte du repas et bien sûr la possibilité de changer les recettes, faire évoluer les recettes pour qu'elles soient les plus appréciables par les consommateurs. Voilà, merci pour votre attention. Je peux prendre quelques questions. Merci à toute l'équipe qui développe ces travaux. Bon, merci Agnès pour cette intervention bien claire. Une question de Catherine Amis concernant la loi climat et résilience. Que pensez-vous des nouvelles orientations de la loi climat et résilience sur l'offre alimentaire avec l'augmentation de la fréquence d'apparition des menus végétariens en restauration collective? Tu peux commenter rapidement?
Oui, rapidement. Alors, c'est difficile de répondre d'une manière unique parce que les repas végétariens ont plusieurs atouts qui peuvent être en termes de durabilité, et ça c'est le débat global, en termes économique aussi, puisqu'on peut avoir un plat végétarien qui va coûter moins cher qu'un plat contenant de la viande, mais on reste confronté à l'acceptation et au plaisir de manger ce type de plat. Donc, on a besoin d'accompagner les enfants, notamment si on parle de restauration scolaire, pour qu'ils acceptent et qu'ils apprécient des plats végétariens. Donc, on peut faire des nuggets végétariens qui vont être très riches en gras et en sel et qui pourront peut-être être acceptés et consommés par les enfants, mais on ne va pas résoudre les questions de l'équilibre alimentaire. Donc, il faut amener de la diversité végétarienne dans les menus et conserver une partie de viande. Donc, la diversité de l'alimentation est la question centrale, je pense, pour faire évoluer les repas dans les cantines. Voilà, une deuxième question très rapidement. C'est vrai que c'est intéressant. Est-il possible de faire évoluer les goûts sur une population et quel est le temps nécessaire pour faire évoluer un goût? Tu as une idée là-dessus? Alors, c'est en effet des questions de recherche que l'on traite et que on n'a pas de réponse rapide. Vous connaissez les travaux chez les bébés, les nouveau-nés, enfin pas les nouveau-nés, les nourrissons, au niveau de la diversification, on dit il faut présenter 15 fois ou 10 fois, selon les études, un même aliment avant que le bébé l'accepte sans rechigner, on va dire. Un aliment au moment de la diversification, s'il faut 10 à 15 fois pour que le bébé l'accepte, on peut imaginer que chez l'adulte ou chez les enfants plus âgés, il faille au moins ce même temps, sachant qu'on a le poids de l'intellect. C'est-à-dire qu'un adulte peut dire aujourd'hui j'arrête de manger de la viande ou aujourd'hui j'arrête de manger du gluten. Il y a sa volonté qui fait que même si son plaisir est diminué, il y a une volonté forte de l'esprit. Chez l'enfant, si on dit que il ou elle a juste à accepter ou prendre plaisir à manger un aliment, ça se construit dans le temps. Donc, voilà, je dirais qu'il faut quand même une répétition au moins de ces 10 à 15 fois, mais en même temps, il faut accompagner les connaissances et l'acceptation. Donc, pas travailler que sur la recette, mais travailler aussi sur le concept des plats qu'on présente. Désolée, c'était pas une réponse rapide, mais… Non, c'est bon. Bon, donc, il y a d'autres questions autour des besoins nutritionnels. Évidemment, on reviendra dessus à la fin. Donc, maintenant, on va passer à l'intervention de Céline Lenné, qui va nous parler des aspects d'innovation de produits et de services. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Effectivement, moi, je travaille sur les évolutions globales de l'alimentation en partant toujours des comportements alimentaires. Mais je m'intéresse donc à l'ensemble du système et c'est très intéressant de voir aussi comment l'offre évolue. Et l'offre évolue pas mal dans tout ce qui concerne l'alimentation durable. Alors, petit rappel, mais ça a déjà été bien présenté en introduction par Philippe Legrand. Donc, il y a un certain consensus autour des modalités de l'alimentation durable. Et en général, donc ces modalités, on dit que ça passe par le fait de cuisiner, de prendre le temps, de préparer des repas et aussi de les consommer dans un environnement aussi calme et détendu comme vient de le présenter Agnès. Alors ça, c'est un peu l'idéal, on va dire un peu le cahier des charges. Maintenant, la réalité, elle est quand même assez différente. Ce qu'on observe à travers différentes enquêtes de consommation. Il y en a une qui vient de sortir récemment là, au niveau international par Eat et Global Scan qui montre que il y a seulement près de la moitié des consommateurs dans différents pays qui trouvent que c'est facile d'acheter des produits durables et d'avoir donc une alimentation à la fois durable et saine. Et quand on regarde les enquêtes aussi au niveau français, on voit qu'on a quand même une grosse majorité de population qui aime cuisiner. Donc ça, c'est peut-être plutôt positif, avec des différences entre les femmes et les hommes. Alors des différences qui évoluent un petit peu dans le temps. Si Pascal et Belle étaient là, ils pourraient peut-être nous en parler. Mais on voit que ça reste quand même majoritairement une charge qui repose sur les femmes.
Mais que, bon, de toute façon, il y a une personne sur 3 qui déclare avoir rarement le temps de le faire, et c'est encore plus important, c'est la moitié des 18-34 ans. Donc là, c'est vraiment un gros frein, bien entendu. Et un autre frein dont on parle peut-être moins souvent et qui paraît un peu anecdotique, mais qui me paraît important, c'est le manque d'inspiration, en fait. C'est de savoir justement comment préparer ces repas, et surtout s'il s'agit de repas plus durables. Et quand on parle de végétalisation, ça suppose effectivement d'avoir des nouvelles recettes peut-être, et donc encore une fois des proportions encore plus importantes chez les jeunes. Donc manque de temps, manque d'inspiration, ça fait partie des freins sur lesquels en fait je pense qu'on peut aussi regarder. Donc ça peut être ces points de friction, ça peut être des sources d'innovation, des opportunités. Alors je vais en présenter quelques-uns qui ont été un peu creusés ces dernières années. Donc sur la praticité, on a vu se développer, ça fait déjà un petit moment, la pratique du batch cooking qui consiste à préparer des repas à l'avance. En général, ça peut être le week-end, par exemple, quand on a un petit peu de temps devant soi, en 1 heure, 2 heures. Bon, là, vous voyez, c'est même une proposition en 30 minutes. Il y a eu pas mal de livres qui sont sortis. C'est même un peu un phénomène éditorial, dans les magazines également. Mais finalement, j'ai pas vu, alors peut-être que d'autres auront des exemples, mais je n'ai pas vu d'exemples de produits agroalimentaires qui se soient inscrits dans cette nouvelle pratique, dans cette nouvelle tendance, alors que pourtant, je pense que ça pourrait être encore une fois un support d'innovation. Ce que j'ai vu, c'est que on a par exemple l'interprofession des protéines végétales et des huiles, Terre Oléopro, qui présente sur les réseaux sociaux justement des idées de menus à partir de protéines végétales en pratiquant donc le batch cooking. Donc, qui consiste encore une fois à préparer un peu à l'avance et après à n'avoir plus qu'à assembler en fait les repas les jours de semaine. Alors dans la même logique, en poussant encore un petit peu plus loin, il y a aussi depuis une dizaine d'années les kits ou paniers repas qui se sont développés. Alors ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus développé dans d'autres pays. Moi, je regarde ça depuis déjà un moment. Alors aux États-Unis, par exemple, il y a des gros acteurs comme Blue Apron qui est coté en bourse. C'est la moitié des Américains qui ont déjà utilisé au cours de l'année écoulée en tout cas, des kits repas, et donc les chiffres d'affaires ne cessent d'augmenter. Il y a des gros acteurs aussi en Europe, dans d'autres pays européens comme HelloFresh. En France, il y a quelques startups qui, pour certaines, ont été rachetées par des gros acteurs comme Kitok, qui a été racheté par Carrefour, Cotabago, qui a un partenariat avec Biocoop. Donc voilà des choses qui se mettent un petit peu en place avec les principaux distributeurs. Alors là, ça consiste en fait à recevoir l'ensemble des ingrédients pour réaliser toute une série de recettes, par exemple pour toute la semaine, des ingrédients qui sont prédosés avec des fiches recettes, avec un peu la promesse de pouvoir réaliser ces plats sans trop de compétences culinaires, en général moins d'une demi-heure, pour certains même en moins de temps, avec cette idée que c'est aussi une réduction du gaspillage. Donc déjà, ça c'est un des arguments en faveur de la durabilité. Le deuxième argument étant que ce sont des produits frais, donc c'est du fait maison, et que pour beaucoup de plats qui sont présentés par ces startups, ce sont des recettes justement végétales ou avec moins de viande. Et vous voyez même que Kitok propose donc de calculer la réduction d'émissions qui sont liées justement à ces recettes végétales qui permettent donc à ses clients de consommer de manière plus responsable. Alors, on voit pas mal d'avantages à ces formules, mais il y a quand même de grosses contraintes. Le prix par personne à la portion, même si c'est dégressif en fonction du nombre de personnes et du nombre de repas qui sont commandés. Et puis également la contrainte de l'abonnement, puisqu'en fait, vous vous inscrivez dans ce système et ensuite vous recevez chaque semaine, vous choisissez vos recettes en fonction de différents critères, mais c'est un abonnement, même si on peut le mettre sur pause, il y a toujours cette idée qu'on prend, on est un peu contraint. Alors, je n'y pas toujours parce qu'il y a eu quelques tentatives de proposer ces kits repas à l'intérieur des rayons des supermarchés. Par exemple, Kitok, il y a certains magasins qui proposent ces kits repas. Et c'est encore une fois beaucoup plus développé aux États-Unis. Il y a notamment Kroger, le distributeur Kroger, qui avait racheté un des principaux acteurs, Home Chef, et qui a réalisé $1 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière en magasin avec ces kits repas. Donc là encore, ça peut être quelque chose qui pourrait se développer à l'avenir. Alors, encore un cran plus loin, on commence aussi à avoir une intégration de ces kits repas avec des appareils électroménagers qui sont de notre côté d'ailleurs de plus en plus faciles à utiliser, qui sont connectés, qui sont destinés aussi parfois à des publics qui n'ont pas l'habitude de cuisiner, par exemple le Monsieur Cuisine ou l'autre. Donc, on voit qu'il y a une imbrication qui est en train de se faire, qui paraît assez logique, effectivement, entre ces appareils électroménagers et les ingrédients pour réaliser donc les recettes, avec là aussi ici les limites de coût de l'équipement, puisque même s'il y a une baisse des coûts de ces appareils, ce n'est quand même pas à la portée de tous les foyers, de tous les ménages. Il y a un certain investissement à réaliser.
Alors, encore un peu plus loin dans la praticité, si vous voulez vraiment pas vous mettre au fourneau, il y a bien sûr des plats cuisinés qui existent. Alors, les plats cuisinés, en général, c'est un secteur qui est en train de se reformer, de se reformuler avec moins de conservateurs, moins d'additifs ou autres. Mais on voit aussi une nouvelle génération de plats cuisinés qui sont des plats cuisinés frais avec donc des DLC courtes. Alors là, ici, j'ai présenté l'offre de Season qui appartient à Food Cherry. Donc, Food Cherry qui a aussi été racheté d'ailleurs par le grand acteur de la restauration collective Sodexo. Et là, vous pouvez recevoir plusieurs plats pour votre semaine. Encore une fois, avec un équilibre pour certaines formules, avec notamment donc une proportion d'aliments végétaux assez importante. Mais on a de nouveau ici un coût, et puis encore une fois des contraintes de l'abonnement pour cette formule-là en tout cas, et puis également des questions en termes de durabilité qui peuvent se poser sur l'emballage plastique, même s'il y a des progrès qui sont en train d'être faits, c'est des recherches bien entendu pour pouvoir se passer de plastique, en tout cas faire du recyclable, ou des systèmes de consigne pour d'autres acteurs par exemple. Alors, ce qu'on voit aussi en train de se mettre en place, c'est justement cette approche par la recette au sein même de l'e-commerce. C'est-à-dire que l'e-commerce, comme vous savez, a connu un bond, notamment depuis le confinement. Maintenant, c'est 9% des achats alimentaires qui sont réalisés en France de cette manière. Et donc, c'est aussi toute la façon de faire les courses, de concevoir les courses qui est en train d'être changée, soit en passant par les portails justement des sites d'e-commerce, soit en passant par des applications, comme ici, je vous ai montré l'application Joe, qui vient d'ailleurs de lever aussi de nouveaux fonds et qui se développe et qui a des partenariats, comme vous le voyez, avec beaucoup de distributeurs. Donc, sur cette application, vous pouvez sélectionner des recettes en fonction, encore une fois, de différents critères, si vous voulez, les recettes végétariennes ou excluant tel ou tel produit, etc. Et ça vous génère une liste de courses et vous pouvez être livré directement. Donc là aussi, on retrouve un peu quelque chose d'assez global. Et aux États-Unis, la start-up Init va encore une fois plus loin en interfaçant tout cela avec des appareils électroménagers comme des fours connectés par exemple. Alors, la praticité, ça passe aussi par la livraison de repas tout faits, la livraison qui, comme l'e-commerce alimentaire, a explosé notamment depuis le confinement, avec beaucoup d'offres comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Mais il y a aussi certains acteurs qui se positionnent sur cette question de la durabilité. Là, j'ai mis l'exemple de Food Cherry qui propose des recettes, encore une fois, avec beaucoup de plats végétariens et en excluant certains aliments qu'ils estiment ne pas avoir un impact très positif sur l'environnement, qui vient de sortir aussi un livre de cuisine justement avec des recettes plus équilibrées et plus respectueuses de l'environnement. Et puis, on voit aussi des nouveaux acteurs dans ce domaine de la livraison de repas à partir de restaurants qui vont focaliser justement sur des recettes plus végétales ou plus éthiques, ou d'autres acteurs comme aux États-Unis, la chaîne de restauration rapide Chipotle, qui commencent à afficher l'empreinte carbone, l'empreinte eau, l'empreinte sol de leurs plats, qui permettent aussi aux consommateurs qui le souhaitent de limiter leur impact. Alors, pour associer maintenant deux contraintes qui sont la praticité et le goût, parce que le goût, ça a été déjà dit, mais c'est vrai que c'est absolument primordial si on veut pouvoir que les consommateurs acceptent certains produits. Alors là aussi, ça fait déjà quelques années qu'on a vu se développer une offre, notamment dans le végétal, associant justement différentes céréales, légumineuses, etc., pour avoir un apport nutritionnel qui soit bien équilibré et surtout avoir des recettes qui soient aussi gourmandes et qui soient très faciles à préparer, puisqu'on voit que là, ce sont des choses qui peuvent se préparer entre 5 et 10 minutes. Donc là, ça colle vraiment bien au mode de vie, on va dire, contemporain. Un autre avantage qui, à mon avis, n'est pas assez mis en avant par ces offres, c'est leur prix, parce que si on prend là le prix à la portion, c'est vraiment des choses qui sont imbattables. Et puis, pour terminer, et vraiment axé sur la question du goût, et c'est tout à fait en lien avec ce que vient de dire Agnès Duboro, c'est cette question des épices, des aides culinaires, des sauces, des herbes, qui vont faire que l'acceptabilité des plats, notamment végétariens, ou même des plats de fruits et légumes, de tout ce qui peut être, on va dire, meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement, va devenir plus goûteux. Et bien là, il y a aussi toute une offre qui se développe. Alors, je vais citer l'exemple, par exemple, de Maggi, donc un produit de Nestlé qui est proposé en Australie, qui a un assaisonnement qui peut être utilisé à la fois dans des plats végétariens et dans des plats avec de la viande, donc qui permet aussi de réunir un peu toute la famille selon les choix. Et puis des épices pour légumineuses du Ducros. Et cet exemple également de la start-up Just Spices,
qui est une start-up qui s'est créée il y a quelques années en Allemagne et qui a eu un succès vraiment très important, notamment parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle propose beaucoup de recettes, elle ne cesse d'innover dans des mélanges, encore une fois, d'épices, d'assaisonnement, etc. Et cette start-up avait inclus dans cette présentation, j'ai vu vendredi qu'elle a été rachetée par le grand acteur Kraft Heinz, puisque c'est effectivement une start-up très, très prometteuse pour, encore une fois, faciliter ce passage à la végétalisation. Elle touche beaucoup les millennials, etc. Donc, elle est vraiment dans l'air du temps, on va dire. Alors, pour conclure, on voit qu'il y a un continuum entre entre produits et services, on va dire, entre moins de praticité et plus de praticité, donc en fonction du temps qu'on va consacrer, encore une fois, à la préparation des repas. Et que je pense qu'on demain, on va avoir une hybridation de ces solutions, parce qu'on voit déjà une hybridation des acteurs entre les acteurs de la distribution et les acteurs de la livraison de repas. On aura probablement un panel encore plus large donc de ces solutions en fonction du temps qu'on peut consacrer, et peut-être des systèmes d'abonnement où on pourra avoir, donc un jour, si on a le temps, on fait une recette à partir d'ingrédients déjà un peu préparés, et le jour où on a moins le temps, on a un plat tout prêt, mais qui soit vraiment bon, sain et à la fois durable. Donc, je terminerai là-dessus et on va poursuivre, j'espère, dans nos échanges. Voilà, merci pour cette intervention bien illustrée sur ces problèmes d'innovation. Alors, ce qu'on voit, et ça rejoint aussi d'ailleurs la présentation d'Agnès Giboureau, hein, c'est que il y a toute une série de paramètres qui vont influencer la façon dont l'offre peut orienter la consommation. Alors, on sait tous évidemment qu'un des premiers paramètres, c'est le prix. Hein. On est revenu là aussi. On a vu que ça impacte fortement, évidemment, la possibilité de développer des produits. Ensuite, là, c'est bien illustré, il y a le problème de la praticité, hein, qui est aussi un paramètre important. Et ça a été bien rappelé qu'au début, c'est que c'est quelque chose pour motiver les consommateurs, y compris pour cuisiner. Il faut que ça soit bien adapté et de façon pratique. Alors ensuite, évidemment, il y a les caractéristiques. Alors évidemment, le goût est important. Il n'y aura pas de consommation si les produits ne sont pas bons et appréciés par le consommateur. Et puis vient évidemment les aspects plus nutrition, santé, environnement. Alors, une question qui est importante, c'est dans tout ça, les aspects qui nous intéressent, qui sont, on va dire, nutrition, santé et environnement, hein, les deux étant importants, comment ils interviennent par rapport au prix, à la praticité et au goût? Est-ce que vraiment ils vont impacter la possibilité de développer des produits ou ils ne viennent qu'en secondaire, quoi? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs catégories de consommateurs. Il faut toujours le rappeler, hein. Il y a des consommateurs qui vont être effectivement très, très attentifs au prix pour des raisons de contrainte de pouvoir d'achat, et c'est une part croissante, bien sûr. Et puis, il y a des consommateurs qui sont plus attachés à d'autres dimensions, que ce soit la durabilité, l'équilibre nutritionnel ou autre. Ça dépend évidemment du niveau de revenu, de la catégorie sociale, mais ça dépend également de la catégorie d'âge. Donc, il faut vraiment faire plusieurs typologies pour répondre à ces questions. C'est assez complexe. Oui, alors il y a une question en effet de Olivier Penning sur le problème de la cuisine salée. Hein, j'entends que l'attrait est plus grand pour la cuisine salée. On remarque déjà que tout est déjà plus salé de façon aberrante dans les produits transformés. Évidemment, se pose l'impact sur la santé. Qu'est-ce qu'il en est de la diminution du sel dans les innovations de ce type de produit? Alors, moi, je n'ai pas fait d'études précisément sur ces questions-là, mais j'ai le sentiment quand même que c'est pris en compte, puisqu'il y a souvent l'affichage du Nutri-Score, il y a souvent l'affichage justement d'un certain nombre d'allégations sur les questions d'équilibre nutritionnel. Donc, je pense que, en plus, si on a des choses, après, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais j'ai le sentiment que plus on a des choses fraîches, par exemple dans les plats cuisinés frais, moins on a besoin de mettre de sel. Donc, a priori, ça serait plutôt favorable. Hein. C'est une intuition. Bon, c'est sûrement quelque chose qui va revenir dans la discussion. Alors, il y a une autre question qui est importante en effet, et peut-être que Agnès d'ailleurs aussi est concernée, c'est Louisa Machio qui, est-ce qu'au niveau des innovations, il y a de bons exemples sur ce qui concerne l'éducation et la formation, cours d'alimentation et de cuisine dans les écoles, ateliers et formations pour les adultes,
Qu'est-ce qu'il en est au niveau des innovations dans ce domaine? Céline, tu veux répondre? Peut-être, oui, je ne sais pas. Alors, moi, je vais répondre surtout sur les innovations par rapport, en lien à ce que j'ai présenté. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que par exemple, les kits repas se positionnent beaucoup sur des choses qu'on peut réaliser avec les enfants. Et il y a d'ailleurs, alors c'est plus aux États-Unis, des kits repas spécialement pour les enfants, et qui peuvent réaliser tout seuls. Mais c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant, c'est cette idée pédagogique. Alors, c'est aussi valable d'ailleurs pour les hommes, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas l'habitude de cuisiner peuvent s'y mettre avec ça. Et donc, avec des choses qu'on peut faire en famille. Après, sur tout ce qui est éducation à l'alimentation, plus en termes publics, je laisserai peut-être Agnès réagir sur ces sujets. C'est beaucoup en réflexion en ce moment, je crois. Oui, Agnès. Alors, en effet, oui, moi je compléterai en disant qu'il y a énormément d'associations qui mettent en place des cours de cuisine pour tout public. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les personnes âgées isolées, il y en a pour les personnes en situation d'obésité. Voilà, donc c'est beaucoup d'initiatives locales, peut-être un peu éparpillées. Et donc je pense qu'on a un vrai enjeu, c'est d'essayer de créer un réseau pour recenser toutes ces associations qui transmettent par le plaisir de cuisiner les conseils nutritionnels et environnementaux, je pense, qui sont au cœur de ces activités. Et en ce qui concerne l'éducation plus en lien avec le scolaire, c'est un projet de société avec donc des associations qui travaillent au niveau national, mais je pense qu'on a une vraie réflexion à ouvrir sur le lien entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et de l'Éducation pour ramener des travaux pratiques ménagers à l'école. Donc ça, c'est un souhait que je défends, mais bon, il faut qu'on soit nombreux à pousser dans cette direction-là, je pense, pour que ça arrive à voir le jour. Voilà, merci. Bon, je pense que c'est un des thèmes sur lequel on pourra revenir, en effet, au cours de la table ronde, qui est ce problème, évidemment, de l'éducation, de la formation à des ateliers de cuisine, etc. C'est sûrement très important dans l'offre aussi de services. Hein. Et donc, par exemple, quelqu'un qui veut trouver, par exemple, un endroit pour avoir de la formation sur la façon de cuisiner, où est-ce qu'il doit s'adresser, quoi, je veux dire. Et peut-être il y a des éléments de réponse et de discussion qu'on peut apporter. Voilà, bon, ben, merci pour cette intervention. Donc, la troisième intervention est par Karine Sanuyer, qui va nous parler, évidemment, là, quelque chose d'important aussi, qui est l'intervention de la distribution, comment ils sont engagés, comment vont fonctionner leur engagement. Voilà. Karine. Bonjour à tous alors, et à toutes. Je suis très heureuse d'être là. Effectivement, la distribution est un des maillons très importants de la chaîne et de la décision des consommateurs. Et juste pour éclairer un peu ce que je vais présenter, moi j'ai travaillé longtemps dans la distribution avant de travailler à l'extérieur, de regarder les consommateurs et les distributeurs de l'extérieur. Donc il y a quelques éléments qui peuvent être des éléments d'insider ou d'ex-insider de la distribution qui expliqueront certaines choses. Alors d'abord, et ça a été largement dit, mais je pense qu'on peut réinsister, le choix du consommateur, c'est le résultat de facteurs multiples. Donc voilà, c'est les méga-trends et avec un développement des préoccupations de santé et de risques climatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui influe largement sur les consommateurs. C'est les propositions des marques et des industriels. C'est le monde agricole. Et puis, ce sont aussi des acteurs plus périphériques, mais qui sont très importants. Donc, on va citer les médias, les ONG, qui ont un rôle important aussi dans les décisions des consommateurs, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics qui donnent tout le cadre réglementaire à nos consommations, et puis la situation économique des ménages, donc qui bien sûr est un déterminant important dans le choix. Donc à la fois beaucoup de facteurs externes
Et en même temps, le distributeur est l'interface finale dans la décision du consommateur. Donc, il a un rôle tout particulier et la construction de son offre, ses orientations, vont avoir un rôle in fine qui est très important puisque c'est à la fin ce que le consommateur a à sa disposition pour mettre dans son caddie et faire la cuisine. Donc voilà, en préambule. Alors, la préoccupation des distributeurs pour la transition alimentaire, elle est réelle et elle est assez ancienne. Si on parle de la distribution organisée, moi, je la fais démarrer dans les années, fin des années 80, début des années 90, avec deux symboles qui sont chez Carrefour en 1992, le lancement de la boule bio. Voilà, donc ça, c'est un phénomène qui a démarré vraiment chez les distributeurs par les équipes produits frais et par les équipes marques distributeurs qui sont le plus au contact à la fois du monde agricole et puis qui se posent les mêmes questions que les industriels sur qu'est-ce qu'on donne à manger aux consommateurs. Donc ça a été vraiment un démarrage de prise de conscience et puis d'action. Et puis la création de Biocoop qui était finalement concomitante à la prise en compte de l'agriculture bio dans la réglementation française. Donc même si le bio est loin d'être voilà, la seule manière de conduire cette transition alimentaire, en tout cas, ça a été, je pense, il y a eu un avant et un après dans la manière de construire des offres alimentaires ou même de se positionner en tant que distributeur. Alors, pourquoi, au fond, les distributeurs, quelles sont leurs motivations pour travailler sur l'offre alimentaire en jouant un rôle particulier sur la question de la transition? Alors, tout d'abord, voilà, il y a un engagement, et que pour l'avoir vécu de l'intérieur, qui est un engagement sincère de personnes chez les distributeurs qui ont souhaité donner une impulsion autre que simplement distribuer des produits, mais qui ont souhaité engager les enseignes vers des actions de prise en compte du bien consommé pour les consommateurs. Donc ça peut être le bio, mais ça peut être aussi très tôt des considérations de pouvoir donner au plus grand nombre accès à une alimentation de qualité, donc beaucoup avec les MDD, qui ont vraiment été travaillés dans ce sens. Donc voilà, il y a une motivation sincère et de longue date. Le deuxième axe, évidemment, c'est de répondre aux attentes des consommateurs, parce qu'en même temps que la société évoluait, il y a une demande des consommateurs qui a émergé dans les années 70-80 autour du bien manger. Voilà, donc c'est quelque chose qui évidemment est tout à fait déterminant dans l'évolution des stratégies d'offres des distributeurs. Évidemment, ensuite aussi, c'est un moyen pour les distributeurs de se différencier les uns des autres. Voilà, en prenant des positions plus marquées sur certains aspects ou d'autres. Et ça, c'est vraiment, je pense, depuis 2000 que ce phénomène a accéléré. Et la possibilité pour les distributeurs de faire de la télévision en publicité a été un levier important. Parce qu'en publicité, il s'agissait de parler aussi d'autre chose que du prix. Donc, ça a été un moment où les choses se sont vraiment déployées en termes d'action et de communication. Voilà, un quatrième avantage pour une offre qui est une offre différente, c'est un mix prix et marge qui peut faire un pas de côté par rapport à des produits plus mainstream où les prix vont être très tendus et très bataillés. Donc, offrir une offre aussi alternative, quelle que soit sa forme, c'est une manière de pouvoir avoir un mix marge plus intéressant.
5e pilier très important aussi pour ce secteur, c'est une manière de développer des partenariats long terme avec les producteurs. Donc, que ce soit les producteurs à travers les filières agricoles, mais aussi avec des PME qui vont aller sur des types de propositions alimentaires un peu différentes. Donc, la question de ce triptyque distributeur, agroalimentaire et producteur est une question très importante pour les distributeurs et construire des partenariats à long terme, c'est quelque chose de très important pour eux. Et puis enfin, la raison pour laquelle ils sont venus très tôt à ces offres bien consommées ou mieux consommées, c'est qu'il y a un très grand nombre de propositions tous azimuts des industriels et notamment, mais j'en parlais, mais un nombre de propositions très important de la part des PME. Et les distributeurs se trouvent tout simplement au centre de ce très grand nombre de propositions qui peuvent être alternatives, mais dont ils vont pouvoir se saisir et aussi qui les alertent sur des propositions qui peuvent être nouvelles. Donc voilà un peu les 6 grands piliers qui font que les distributeurs sont très engagés vers une offre qui évolue et vers la transition. Alors maintenant, si on regarde en chiffres, ce qui est pas simple, parce que avec les questions de mieux se nourrir ou de transition alimentaire vers des productions d'un mode différent, c'est très difficile de capter les chiffres parce que on est habitué à les grands instituts sont habitués à soit analyser par catégorie de produits ou par marque de produits et au fond les attributs qui vont qualifier une offre différente sont en construction et sont beaucoup plus complexes à cerner. Alors néanmoins, là, IRI, par exemple, a fait tout un travail d'attributs dits transverses, c'est-à-dire des choses qu'on va aller capter dans la dénomination ou dans la composition d'un produit, qui permettent d'identifier quelque chose de différenciant pour ce produit sur le plan de la transition. Donc aujourd'hui, c'est sur un total de presque 150 milliards d'euros en grande distribution, c'est environ 11,3% de produits qui peuvent être qualifiés, de chiffre d'affaires, pardon, qui peuvent être qualifiés comme des produits qui sont marqués par la transition alimentaire. Alors, le végétal, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est 350 millions d'euros et on y reviendra. C'est un marché qui reste vraiment petit, parce qu'au regard du marché total en grande distribution, c'est un marché de niche pour l'instant. Et on y reviendra, qui mériterait une accélération, mais qui pose tout un tas de questions. Le bio, en tout en France, on est à 12 milliards d'euros. Voilà, donc répartis de manière assez égale entre la grande distribution et la distribution spécialisée. Donc c'est vraiment une manière pour la grande distribution de prendre une part importante à la transition alimentaire. Et puis le vrac, même si on est sur des bénéfices qui sont pas forcément directement liés à la nutrition, c'est aussi un désengagement important à travers la juste quantité et à travers évidemment moins d'emballage. Voilà, donc à retenir une part de chiffre d'affaires qui commence à être importante, mais difficile à cerner, et certains typologies de produits ou d'évolution dans l'alimentation qui restent encore des produits de niche. Alors, dans une perspective maintenant, si on se projette, et dans la suite de ce que les distributeurs ont développé, donc d'abord sur le bio, ils sont maintenant engagés vraiment dans des stratégies RSE qui sont très complètes. Et quand on les lit dans le détail, il y a énormément de choses, bien évidemment, autour d'une alimentation saine. C'est même pour quasiment tous l'un des piliers centraux de leur stratégie RSE.
même si ce n'est pas le seul pilier, puisqu'il va y avoir aussi des piliers plus sociétaux et sociaux à travers l'engagement auprès de leurs fournisseurs ou de leurs salariés. Mais chez tous, et là j'ai mis en avant 3 d'entre eux, qui sont U, Carrefour et le groupe Casino, une alimentation saine et durable est présente dans la stratégie RSE. Pour certains, la question du bien-être animal est présente, et depuis quelques années maintenant. Voilà, donc on a un engagement qui est un engagement fort, puisqu'il est, voilà, là ce sont des extraits des reportings extra-financiers pour Carrefour et pour Casino, donc c'est des engagements qui engagent vraiment les distributeurs, avec des indicateurs qui sont chiffrés, qui sont suivis, et donc qui engagent toute l'action des équipes en interne. Alors, encore une fois, le végétal est assez absent de cette photo, vous verrez, et pour plusieurs raisons. Alors, il me semble que c'est un sujet qui reste difficile vis-à-vis du monde agricole, et le monde agricole est un partenaire très important de la grande distribution. Donc ça, c'est un premier facteur d'explication. Les attentes des consommateurs, ou en tout cas l'appétence des consommateurs pour ce type de produit a pu décevoir, ou en tout cas, il y a eu une très grande accélération, par exemple, sur les boissons végétales, puis une certaine rationalisation de l'offre devant un chiffre d'affaires qui ne décollait pas de façon si conséquente. Donc, on sent qu'il y a vraiment là un levier, de façon indiscutable, mais que, indépendamment des questions de prix, c'est un domaine qui est plus complexe. Et je terminerai sur le prix. Hop, c'est ce slide. Sur le prix, au global, dans la transition alimentaire, pour les distributeurs, c'est vraiment l'enjeu principal. Parce qu'ils ont l'obligation de travailler pour l'ensemble des consommateurs et de proposer une offre globale qui permette à la population française de se nourrir. Donc, le prix reste une question. Voilà, Céline disait que c'est environ la moitié des consommateurs qui sont engagés, mais c'est que la moitié, et pour l'autre moitié, le prix reste une question importante. Et les distributeurs, c'est le petit graphique de droite, restent quand même dans le cœur de leur offre, sur des positions qui sont de maintenir les prix, avec une situation qui est plutôt une situation de légère déflation qui perdure à la globalité de l'offre des distributeurs sur les produits d'alimentation. Voilà, alors si on se projette un tout petit peu maintenant vers l'avenir, moi je suis convaincue, et on commence à le voir, que ces sujets de transition alimentaire et de construction d'une offre plus durable et d'une alimentation saine et durable, ce sont des sujets qui sont des nouveaux champs de discussion entre les distributeurs et les industriels ou les producteurs. On a vraiment, à travers maintenant les lois les plus récentes, un triptyque dans lequel chacun est dépendant de l'autre. Voilà, Carrefour, c'est assez intéressant, a réalisé tout récemment une remise de prix des produits de marque, des produits à marque nationale, qui sont inscrits dans une transition. Donc, il y a vraiment cette volonté, au-delà des engagements autour du bio ou des engagements sur les marques propres des distributeurs, il y a une volonté de faire de ce champ un terrain de discussion, d'évolution et peut-être de nouveaux types de négociations avec les partenaires industriels. Et ça sera indispensable puisqu'on est vraiment dans ces sujets sur une chaîne qui va des producteurs aux industriels, aux distributeurs et aux consommateurs finaux. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire en quelques slides. Donc vraiment des distributeurs qui ont un rôle fondamental et qui sont engagés, des freins pour des raisons souvent qui appartiennent à ce secteur et qui seront peut-être difficiles à dépasser, en tout cas à court terme, mais vraiment des perspectives très optimistes comme levier de discussion entre des acteurs qui parfois ont des sujets difficiles entre eux. Je pense que ça, c'est un sujet de discussion et d'évolution très positif et constructif. Merci. Voilà, merci pour cette intervention bien illustrée et assez claire sur ce problème. On est tous d'accord, fondamental, qui est
la distribution, la façon dont les aliments sont commercialisés et sont choisis par les consommateurs, évidemment, au niveau des distributeurs. Alors, une question qui est très importante, en effet, sur l'efficacité de développement de nouvelles offres alimentaires, concerne la rotation des références sur ces nouvelles niches. Et il y a une question donc de Jean-Marc Stavoyer qui est si les distributeurs sont effectivement intéressés par certaines nouvelles offres alimentaires, est-ce qu'on sait combien de temps ils laissent aux nouvelles références pour faire leurs preuves? En général, ils ont des stratégies qui sont des référencements sur un an, hein, parce qu'on a le fameux rythme des négociations annuelles. Donc, c'est souvent au bout d'un an qu'une décision se prend. Même si sur le secteur que j'évoquais, par exemple les boissons végétales, il y a eu vraiment des expérimentations très poussées de développement de l'assortiment qui ont été mises en place. Je pense que la difficulté, c'est que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire côté industriel et puis côté consommateur, il y a une bascule qui ne s'est pas faite. Donc on reste sur quand même une offre classique qui reste le gros du chiffre d'affaires et le gros des attentes des consommateurs. Donc, le distributeur, au fond, il est chargé de faire la bascule d'un assortiment très majoritairement classique vers un assortiment qui soit orienté vers une alimentation plus saine. Mais la bascule va être longue. Dans la mesure où c'est aussi le chiffre d'affaires au mètre carré ou le chiffre d'affaires au mètre linéaire qui compte. Et donc, même si les expériences se font, à un moment, le rappel à la réalité se fait aussi. Oui, c'est-à-dire, on revient alors aussi en partie sur l'intervention de Agnès, c'est-à-dire on sait que pour qu'un aliment rentre dans le registre alimentaire de consommateurs et qu'il soit bien convaincu de l'intérêt, il faut un certain temps. Donc on pourra revenir d'ailleurs dans la table ronde là-dessus. Est-ce que, par exemple, les distributeurs sont prêts pendant une période, on va dire, à mettre des références qui vont être vendues à perte, quoi, sachant qu'il faut le temps que ça soit intégré par les consommateurs? Alors, vendu à perte, c'est plus la surface allouée qui offre des rendements inférieurs au reste. Mais oui, je pense que quand on fait le rapport du chiffre d'affaires, par exemple sur les boissons végétales au mètre linéaire, c'est un secteur sur lequel le rendement est plus bas qu'un rendement moyen. Donc il y a des paris qui sont faits très clairement par les distributeurs. Ça a été, je pense aussi, tout un cheminement sur le bio, où tout d'abord il y avait des endroits limités au bio qui étaient vraiment dédiés dans les magasins, puis on a dédoublé la surface parce que on a voulu vraiment pousser ce produit. Mais simplement, voilà, dans une certaine limite, et aussi tant que la communication, les investissements de communication qui sont faits par les industriels en proportion restent sur l'alimentation classique, ça joue énormément aussi dans le linéaire attribué, puisque c'est ce qui fait aussi les choix des consommateurs. Donc, je pense qu'on n'est pas encore dans cette bascule. Voilà, bon. Donc, merci. Oui, en effet, il va falloir qu'on revienne là-dessus dans le cadre de la table ronde, parce que c'est vraiment une question importante, quoi. Comment, dans les stratégies de distribution, on va dire des produits nouveaux, sains, durables, mais évidemment, il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient pas trop chers, etc., peuvent être intégrés dans les registres alimentaires, sachant que là, la distribution a un rôle important à jouer, y compris avec de l'accompagnement de formation et d'éducation, d'ailleurs. On sait que comment ils vont pouvoir faire pour donner des informations qui vont orienter le consommateur vers des choix un peu plus durables. Donc, on va passer maintenant à la table ronde plus générale. Donc, il y a un certain nombre de questions transversales qui se posent. Je pense qu'on peut peut-être démarrer par les questions. Alors, on va revenir qui sont importantes sur les aspects nutritionnels, c'est-à-dire que c'est quand même un début. Alors, ce qui nous intéresse, c'est nutrition et durabilité, hein, on est d'accord.
Donc, c'est à la fois d'avoir des alimentations et doctrines alimentaires qui soient nutritionnellement équilibrées, qui soient saines en adéquation avec les principes de santé, mais qui soient aussi respectueuses de l'environnement. On sait tous très bien que c'est très difficile d'allier les deux paramètres. Nutrition, environnement, c'est pas du tout la même chose. Il y a des produits qui vont être très bons nutritionnellement, mais catastrophiques pour l'environnement. On pourra en discuter avec ce que disait Philippe sur la balance entre végétal et animal, mais comment on peut améliorer l'aspect durabilité des productions animales, c'est une grande question, je pense que Jean-Louis pourra intervenir là-dessus. Ça retombe aussi sur les négociations avec la grande distribution, entre l'agriculture et la grande distribution. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce problème de la question, alors liée d'ailleurs à la question de Catherine Amis, sur comment on peut gérer la végétalisation de l'offre dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Alors peut-être là, à la fois Philippe et Agnès, vous pouvez intervenir là-dessus, c'est-à-dire, par exemple, pour la question de Catherine Amis, c'était sur la fréquence d'apparition des menus des menus végétariens en grande distribution. Où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Est-ce que, si on revient à la présentation de Philippe, qui a bien montré que c'était pas si simple que ça, si on végétalise trop, il y a quand même un certain nombre de nutriments qui vont poser problème. Comment vous voyez ça? Quelle est la fréquence qu'on peut mettre dans l'offre de menus végétariens? Alors, je veux bien tenter de dire comme réponse qu'il n'y a pas de réponse, dans la mesure où les connaissances, elles sont assez solides en termes d'apport nutritionnel par nutriments, donc c'est les ANC en gros, des conseils généraux de type PNNS, mais la base scientifique, c'est quand même l'ANC. Alors, il y a deux problèmes qui peuvent être résolus en travaillant. C'est de lire les ANC par les diététiciens et diététiciennes, comme d'ailleurs on l'avait fait quand on avait commencé ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de journalistes qui disaient « Ah bah attendez, nous on ne sait pas lire les ANC », mais ce n'était pas eux les destinataires. Donc il faut des études intermédiaires avec des compétences de type diététique, c'est-à-dire essayer de respecter les ANC par portion et type d'aliment. Parce que l'autre complication, c'est que dans un aliment, il y a de tout. Donc tout à l'heure, une des premières questions, c'était « mais si on diminue les protéines végétales ?» Le problème, c'est que vous ne pouvez pas diminuer les protéines végétales sans diminuer les protéines animales. Quand on dit on prend plus de protéines végétales, on mange plus d'aliments végétales. Et d'où la question de mon cours exposé, c'est-à-dire ce n'est pas forcément les protéines qui vont poser problème, c'est les autres nutriments. Donc ça, c'est difficile. Il faut vraiment essayer de traduire ça à un niveau aliment, ce que la science propose, est à peu près à jour, à un niveau nutriments. Donc c'est une étape, Et seulement ça, après quoi, on aura les aliments, puis la fréquence, puis les portions, et du coup, on pourra répondre à ce genre de questions, combien de menus, etc. Et puis la variabilité aussi d'âge, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais attention, parce que quand on ne fait pas attention, on dit il faut diminuer de 67 à 50 les protéines animales, on peut. Il ne s'agit que de l'adulte. Attention, pas les nourrissons, pas les enfants, même pas les ados pour un peu qu'ils soient sportifs, et même pas les vieillards. Donc faites gaffe, on a tendance à… C'est de l'adultocentrisme, là, mais on a tendance à le dire, ce n'est pas une loi pour l'ensemble de la population française, c'est une orientation possible pour la population adulte en bonne santé. Voilà, et donc peut-être Agnès, rapidement, comment on peut gérer l'offre de menus, de plats végétariens en restauration collective? Alors, la question était aussi particulièrement pour les adolescents, on sait que c'est des populations assez sensibles. Comment ça fonctionne? Comment ça peut fonctionner? Ce que je souhaitais partager, c'était la prise en compte des goûts et cet apprentissage. Alors, il y a plusieurs questions. On forme notre goût au fil des années. Donc, le rôle de la restauration collective, c'est de montrer des nouvelles recettes et de les montrer suffisamment souvent pour qu'au bout d'un moment, elles deviennent familières et que dans cette familiarité, on accepte, on se dise bah, « tiens, c'est vrai que j'ai goûté ça la dernière fois, finalement, c'était bon ». Et donc, il y a vraiment ce travail dans la durée pour apporter des nouvelles recettes et que le référentiel soit changé. Puisqu'en fait, aujourd'hui, si on nous amène, alors il y a eu la question des insectes ou des algues, voilà, on nous amène une recette avec des insectes,
on va la rejeter en bloc parce que ça fait pas partie de notre répertoire dans nos cultures. Mais peut-être que à force de voir, enfin c'est un peu caricatural, mais à force de voir des criquets grillés dans la salade, peut-être qu'on va se dire finalement ça se mange et ça fait partie de ce que je peux goûter. Donc je vais goûter. Finalement, si le travail culinaire est suffisamment travaillé, bien travaillé, on dit voilà, en effet c'est une expérience intéressante. Et petit à petit, on va changer nos référentiels et donc consommer des aliments qui sont des menus qui vont être équilibrés différemment. Alors peut-être justement là-dessus, une question à Céline. Justement, dans les innovations, et peut-être Yvette pourrait aussi intervenir, dans les innovations de produits qui vont être proposées, comment on va intégrer ces nouvelles compositions, ces nouveaux ingrédients, comment éviter que ça soit trop salé, etc. Alors, ça dépend de quand on parle. Vous m'entendez bien là? Parce que je crois que tout à l'heure, il y avait un Oui. petit problème. Oui, ça dépend de quel. Alors, si vous parlez des nouvelles sources de protéines, effectivement, il en a été question dans les onglets. Alors, il a été question plus particulièrement des insectes et de la viande in vitro, mais il y en a beaucoup d'autres et qui sont sans doute plus intéressants. Mais pour réagir déjà sur celle-ci, bien sûr, la question de l'acceptabilité, comme venait de le dire Agnès, mais avant ça, il faut déjà se poser la question de savoir s'ils sont vraiment durables. Et moi, je viens de terminer une étude sur le sujet. Il apparaît qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est loin d'être établi. Il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur les insectes ou la viande in vitro, ou même d'ailleurs les microalgues, qui présentent, c'est vrai sur les insectes et les microalgues, qui présentent des intérêts nutritionnels, ça c'est évident. Mais en termes de durabilité, de gaz à effet de serre ou de consommation d'énergie, de consommation d'eau ou autre, là par contre, c'est pas du tout établi que ça soit meilleur pour l'environnement, voire parfois ça peut être pire quand on regarde les analyses de cycle de vie. Donc il faut faire très attention et je pense qu'avant de mettre vraiment le paquet pour essayer de les faire accepter par les consommateurs, il faut d'abord se pencher sur ces questions-là. Maintenant, il y a d'autres sources qui arrivent issues de la biologie synthétique, par exemple, les protéines par fermentation ou les microprotéines ou d'autres. Là, c'est pareil, il faudra regarder de près un peu chaque produit ou même chaque producteur, chaque entreprise a ses propres procédés et donc c'est ça qu'il faut regarder pour pouvoir les comparer en fait avec les produits qu'ils sont censés substituer. Et puis au-delà de ça, moi je voudrais dire aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure du marché du végétal de substitution, mais la végétalisation ne passe pas que par les substituts qui imitent justement la viande ou le lait, c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs à appréhender en termes de chiffre d'affaires du coup, parce que ça peut être des choses aussi beaucoup plus brutes, beaucoup plus simples. Donc c'est pas forcément les substituts qui imitent le plus, qui seront ceux qui vont se développer, surtout en France, qui vont se développer le plus, je pense. Okay, oui. Et Yvette, là, tu peux commenter un peu Oui, moi, je voudrais simplement faire une petite remarque. Autant d'un point de vue nutritionnel, ce qui est important, c'est pas d'avoir un aliment équilibré, mais c'est que l'alimentation soit équilibrée et que l'alimentation, elle peut être constituée d'un tas d'aliments qui sont pas tous équilibrés. Et je prendrais la même chose pour la durabilité, parce que d'entendre est-ce que les insectes c'est durable ou non, je sais pas si le problème ou le point est bien là, parce que encore une fois, la durabilité a été établie avec un certain nombre de données, avec des unités de mesure, etc. Ce qui est important, c'est est-ce que l'alimentation va être durable? Donc peut-être que le focus, tout comme en nutrition, au niveau environnement, doit bouger un petit peu sur l'alimentation et plus sur les aliments. Voilà la remarque que je voulais… Oui, je pense que c'est important. Alors, un autre point là qui a été discuté, évidemment, on revient sur les problèmes de grande distribution. Hein, on est tous d'accord que c'est central pour les aliments, pour les aspects économiques, les revenus des foyers, etc., des familles. Peut-être Karine et Jean-Louis, là, je pense qu'au cœur du problème, il y a quand même la relation entre la distribution et l'agriculture, quoi. C'est-à-dire comment, dans ces problèmes d'innovation, de fournir des produits innovants, nouveaux, bien équilibrés, mais à des prix raisonnables, vers où devrait aller la relation, y compris financière, entre les agriculteurs et la grande distribution?
Ça a été, enfin, ce sujet est au cœur de la loi Egalim 2, donc voilà, donc il y a des choses qui sont faites, je dirais, par la filière dans son ensemble et dans des cadres dans un cadre de discussion avec le gouvernement. Je pense que la question pour les distributeurs, c'est la question de la couverture de l'intégralité de la population française. C'est-à-dire que proposer une offre de qualité, même mieux rémunérée, et voilà, c'est possible dans une certaine mesure. C'est plus complexe quand on commence à être sur la totalité de la population française. Alors, néanmoins, voilà, les discussions sont là. La loi qui est passée présente certains intérêts, en tout cas pour préserver le revenu des agriculteurs, puisqu'elle elle intègre dans les négociations le fait de ne pas de prendre en compte l'augmentation des matières premières s'il y en a une. Après, les distributeurs, face à ça, ils ont des stratégies qui sont de balayer plus large ce que peut, enfin, le type d'alimentation saine et durable qu'ils proposent. Alors après, voilà, est-ce que c'est bien, je vous laisserai juger, mais en tout cas, c'est une manière de rendre accessible au plus grand nombre une alimentation qui sort du pur conventionnel. Donc, ça passe beaucoup par le local, les circuits courts et la mise en place de dispositifs assez nouveaux. Donc, notamment Système U s'est vraiment positionné très fortement là-dessus, même si les autres ne sont pas en reste. Voilà, ça passe vers une diversification des propositions aux consommateurs qui permettent d'approcher une meilleure qualité pour tous. Maintenant, la question du végétal, c'est intéressant parce que enfin, les produits vraiment typés végétal, là, il n'y a pas de question de prix. Voilà, c'est même presque au contraire, on peut proposer des produits très accessibles, mais la question d'un retrait ou d'une bascule de l'animal, des produits animaux, sera, je pense, une question très épineuse pour la grande distribution, parce que les liens avec le secteur de l'élevage sont des liens très importants, et moi je n'ai vu aucun distributeur aujourd'hui prendre une position dans sa stratégie RSE ou même à côté sur un rééquilibrage. Donc je pense que c'est un problème complexe du fait du poids de la distribution sur le secteur agricole et du rôle politique que joue la distribution dans ce triptyque. Voilà. Donc c'est beaucoup plus complexe peut-être encore que la question des prix. Oui, oui. Jean-Louis est connecté ou pas là? Je pense qu'il… Non, il est… Non, je ne le vois pas, Daniel. D'accord. Ok, non, mais donc c'est important. Non, mais je pense que ces questions de relations, prix, accessibilité, justement, pour le consommateur, c'est tout à fait central, quoi. Et on revient aussi à ce qu'on discutait sur le turnover des produits, s'il ne reste pas assez longtemps, mais ça implique tout un tas de trucs. Alors, un dernier point qui est sûrement très important, qui a été abordé, là, qui concerne un peu tout le monde, c'est ce qu'on parlait autour de l'éducation, de l'information, etc. Alors, peut-être Agnès oui, tu peux commenter. Oui, je voulais ajouter un élément également en restauration collective. C'est vrai qu'en restauration scolaire, notamment, on parle d'augmenter la part de légumes dans les menus. Et donc, ça, c'est un peu comme dans la distribution. Il faut accepter de la présence dans les rayons sans être acheté un certain temps. Et à la cantine, c'est la même chose. Il faut accepter une part de gaspillage parce qu'on n'adore pas les aubergines la première fois qu'on en goûte, quoi. Donc, ou les lentilles ou d'autres produits végétaux qu'on ne connaît pas. Donc, il y a une part de il y a un facteur temps, on va dire. Voilà. Donc, en termes économiques aussi. Donc, on peut perdre une certaine marge ou avoir un effet qui n'est pas tout de suite positif aussi à ce sujet-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte l'investissement, on va dire, dans la durée. Ouais.
Je vois Jean-Louis, là, tu as suivi l'intervention de Karine, là, Jean-Louis? Tu n'as pas de micro? Ah si, on ne t'entend pas. Non, on n'entend pas. Je pense qu'il y a un petit souci de connexion du côté de Jean-Louis, on ne l'entend pas. Ton micro est connecté, est branché? Oui, il est ouvert son micro, hein. Donc je pense que c'est un problème de connexion. Il y a un problème. Alors, mais justement, alors peut-être Céline et Karine, si vous pouvez essayer de régler le problème de Jean-Louis, qu'on puisse avoir son intervention, mais Céline, Karine, justement, dans des domaines différents, là, ces problèmes d'information, d'éducation, de temps de formation, comment vous voyez ça, d'une part sur l'innovation produit et d'autre part, évidemment, dans l'offre de la grande distribution? Moi, je viens reprendre sur la grande distribution parce que j'avais un exemple à partager. C'est une initiative qui date déjà, je crois, de plusieurs années au Royaume-Uni, qui s'appelle Peas Please et qui engage à peu près tous les acteurs, je crois, de la distribution et aussi de la restauration hors foyer. Il me semble qu'il y a de la restauration rapide également, qui prennent des engagements justement d'augmenter le nombre de légumes, de protéines végétales qui sont mises à disposition, de les rendre plus attrayants, de les mettre plus dans les menus, etc. Et il y a des rapports annuels qui sortent pour mesurer justement comment ils ont rempli leurs engagements. Et c'est très médiatisé, il y a beaucoup d'articles dans la presse. Il vient de sortir le rapport annuel, là, donc Peas Please. Et ça me permet quelque chose d'assez mobilisant et ça donne encore une fois naissance à des innovations. Alors, je ne les ai pas présentées ici parce que justement, c'était plus des innovations de distributeurs, mais il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup de plats végétariens sous marque de distributeurs et également qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, ça, à mon avis, c'est un moyen aussi, encore une fois, une offre qui permet de démocratiser cette végétalisation. Oui, Karine, justement, au-delà de la vente des produits, quoi, il y a un service d'accompagnement. Oui, enfin, moi, je suis convaincue, le distributeur est au contact direct et final en fait avec le consommateur. Donc, effectivement, il y a un rôle très important qui a été pris en compte. On a vu plein d'expériences à travers des parcours d'achat qui permettent une nutrition, pour guider le consommateur. Même Leader Price avait fait des expériences comme ça qui mixaient prix très accessible et panier équilibré. Donc, c'est vraiment pris en compte. La difficulté, c'est la mise en œuvre et quelque chose qui fonctionne dans des magasins qui sont souvent très grands. Et donc, il y a une question pratique qui n'est pas simple, mais effectivement, et je rejoins Céline sur le fait que le e-commerce donne une alternative parce que là, il y a une possibilité beaucoup plus simple qu'en vrai de regrouper les produits, d'accompagner avec des conseils. Alors même si aujourd'hui, le e-commerce, c'est déjà, mais que 9 à 10% des achats alimentaires, en tout cas, c'est un média qui permet d'être plus accompagnant sur le choix des produits qu'un magasin qui passe par des contraintes physiques qui sont jamais simples dans la durée. D'accord. Bon, je pense qu'on arrive au bout. Là, on a dépassé un peu, non, même pas. Un petit peu. Allez, un tout petit peu. Voilà, de 7 minutes. Alors, sur les questions, il y a des demandes là ou des sites internet. Bon, il faudra qu'on les. On pourra continuer après de répondre aux questions. Hein, comme ça, il y a eu encore quelques petites questions, mais on pourra continuer après. Voilà. Je laisse conclure, Daniel. Voilà, je voudrais remercier les intervenants là qui ont présenté des choses bien documentées, bien claires. Je pense que ça permet d'alimenter la discussion. Donc, je pense que je passe la parole à Nikta. Non, c'est ça ce qui va conclure? Alors, comme on était un petit peu, Nikta m'a chargé de vous remercier tous, mais Nikta, si tu veux avoir 1 ou 2 minutes, tu peux encore, hein, on n'est encore pas trop décalé. En tout cas, moi, je voulais déjà, au nom de Sandrine et de moi-même, remercier Nikta et tous les intervenants qu'on a eus au cours de cette série de 3 webinaires, parce que c'était très riche, très intéressant. Et ça, je pense que ça peut amener tout le monde à réfléchir, parce que c'est une question vraiment, la place du nouvel omnivore, c'est la question centrale aujourd'hui. Moi, je voudrais, on reviendra sur cette question qu'a abordée Philippe Legrand tout à l'heure,
c'est vraiment, je pense, le point de vigilance sur les nutriments, parce qu'aucun aliment n'est effectivement idéal. Et je pense que pour aider l'offre alimentaire, il faudra regarder ce point de vigilance. Et moi, j'avais noté vitamine B12, le fer, le calcium, la vitamine D. Tout ça, c'est pas intervertible. Et on parle souvent des protéines animales, végétales, mais ça va bien au-delà. Donc voilà, encore merci Nikta, l'Institut for a Positive Food. Et je te laisse conclure peut-être, Nikta, si tu veux. Merci beaucoup en 2 minutes parce qu'on a jamais. En tout cas, moi, je tiens vraiment à remercier le conseil scientifique de l'Institut pour leur accompagnement sur toute l'année 2021, la rédaction de la charte qui va nous être très très utile pour orienter les actions concrètes. La charte Positive Food, hein, qui est disponible sur le site internet de l'Institut, qui va nous aider à orienter les actions concrètes pour faciliter l'adoption de l'alimentation saine et durable. On voit que le contexte est multicritère, donc on doit travailler tous ensemble et prendre les différentes dimensions nutrition, environnement, acceptabilité, le plaisir en compte. Donc c'est vraiment la vision défendue par l'Institut, c'est-à-dire allier plaisir et santé autour de l'alimentation saine et durable avec la vision Positive Food. Donc, merci aussi à tous les experts qui nous ont accompagnés, les intervenants d'aujourd'hui et aussi les autres webinaires. Et rendez-vous, je vous souhaite une belle fin d'année 2021 et rendez-vous en 2022 pour d'autres événements et d'autres contenus. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Déjà, Nathalie, je ne vais pas rajouter. Moi, je vais juste vous dire qu'on va se revoir en 2022 et on va parler d'un autre omnivore qui est le bébé. Et on va parler le 21 janvier à 11h30 des 1000 jours de bébé et donc de l'alimentation des enfants. Alors, les experts, tout ça, vous nous suivrez sur les réseaux sociaux, on mettra ça. Nathalie, tu veux rajouter quelque chose sur les 1000 jours de bébé? Super. Oh non, c'est bien. On va reprendre avec le début. Allez, on va reprendre l'alimentation de l'omnivore. On avait dit qu'on a, comme l'a dit Agnès, il fallait remettre un peu de pédagogie là-dedans. On va reprendre les bases donc des bébés. On va vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes. Comme d'habitude, vous avez été ultra nombreux. Il y a ultra de questions, donc on va tout redonner à l'Institut. Les questions, on y répondra. Et puis évidemment, le replay sera mis en ligne très rapidement sur les réseaux sociaux. De bonnes fêtes à tous. Au revoir. Passez des bonnes fêtes, profitez de vos familles. À l'année prochaine. Voilà, enfin, vous intervenez. C'est vraiment très intéressant. Ouais, merci Daniel pour l'animation. Merci. À tout bientôt. Merci Daniel, au revoir.